Voilà, bonjour à toutes et à tous. Ah, ça rigole pas aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, on est mercredi. Le mercredi, vous le savez, il y a de l'écho dans mon salon. Alors, de l'écho dans mon salon, ça y est, l'écho, c'est large. On parle d'activité professionnelle, on parle d'emploi, de formation, de handicap. Aujourd'hui, on va parler d'un point extrêmement important, c'est la santé au travail, avec mon invité du jour, Pascal Dumont. Bonsoir Pascal. Bonsoir. Alors Pascal, on va juste rajouter le micro. Voilà, on va rapprocher le micro. Pascal Dumont, vous êtes directeur de l'AIST 87. Alors vous savez, dans ces boulots-là, on aime les initiales, les machins, les trucs. On va y venir. Vous allez savoir ce que c'est que la IST 87. Déjà, je voudrais en profiter. Si je vois qu'il y a déjà des gens qui sont là, déjà je les salue, je les remercie. Si vous pouvez me faire un retour sur le son, hein, à chaque émission, je demande un retour sur le son parce que c'est pas trop ce qui se passe à l'image qui est intéressant. Bonsoir Frédéric Morette-Guibard, bienvenue. Merci de me faire un retour sur le son. Je disais, c'est pas trop l'image qui est intéressante, c'est le son. Parce que si là en plus vous allez voir, honnêtement, la santé au travail, moi c'est un des trucs que je comprends le moins. Je fais le malin, j'invite les gens et tout, je pose des questions, mais je comprends le moins. Mais je sais que Pascal lui va nous expliquer ça comme il faut. Vous le savez, dans chaque émission vous pouvez poser des questions, c'est le principe. S'il y en a, il y en a. S'il y en a pas, on va pas en faire une maladie. Mais par contre, vous connaissez la règle du jeu. C'est pas parce qu'on est sur Internet, c'est pas parce qu'on est à distance qu'il faut être désagréable, qu'il faut insulter, qu'il faut faire des commentaires qui n'ont ni queue ni tête. On est là pour poser des questions qui amènent des réponses constructives. Voilà. Sinon, comme on est chez moi, c'est mes règles. Je bannis la personne qui est désagréable, mais c'est pas arrivé jusqu'à présent, donc ça veut dire que tout le monde a compris la règle. Bon, allez Pascal, on va démarrer. Merci beaucoup d'être venu dans mon salon. Pascal Dumont, on va bien évidemment dérouler tout le principe de la santé au travail, l'AIST, etc. Mais dans cette émission, il y a une tradition, c'est qu'on aime bien savoir qui est là. Et quel est son parcours. Donc la première question, elle est simple, c'est, j'imagine que quand vous étiez petit, vous n'étiez pas dit, voilà, un jour je serai directeur de l'AIST 87. Déjà, qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit? Quand j'étais petit, moi je voulais être travailleur manuel. Travailleur manuel. Menuisier, oui. À l'époque. Et puis bon, c'est un métier qui, malheureusement, n'a pas été très porteur. D'accord. Mes parents m'en ont dissuadé. D'accord. Et vous avez gardé ça, cet amour pour le travail manuel aujourd'hui, oui. dans votre vie de tous les jours? Je suis toujours pratiquant, oui, notamment forgeron. Ah, très bien. Donc les vieux métiers m'intéressent beaucoup et je pratique régulièrement avec les compagnons locaux. D'accord. D'accord. Eh bien, vous voyez, hein, on ne savait pas ça. Déjà, vous avez appris quelque chose. Regardez, ça fait 3 minutes qu'on est à l'antenne, vous avez appris quelque chose. Et donc, ok, vous vouliez exercer un... Ah, on n'entend pas. On n'entend pas moi, Frédéric, ou on n'entend pas Frédéric, ou on n'entend pas Pascal, là. J'aimerais bien que vous me disiez. J'ai un peu peur que ce soit Pascal qu'on n'entende pas. Alors, allez-y, Pascal, rappelez-moi l'AIST. Oui, AIST, c'est bon. Association interprofessionnelle de santé au travail. Voilà, moi je l'entends très bien. Normalement, Frédéric, vous devriez l'entendre. Alors, je vais peut-être lever le son un peu. On va voir. Tac, tac. On peut refaire un essai. C'est Pascal. Donc, Pascal, mais ça ne m'étonne pas. Et là, vous allez me dire, Frédéric, si vous l'entendez, Pascal, parlez bien face au micro. Voilà. Oui, alors, dites-moi, vous êtes forgeron. Forgeron, voilà, occasionnel. Occasionnel, ça consiste en quoi? Vous faites quoi exactement? Toutes les pièces de taillanderie, de fer forgé, qui peuvent se présenter. D'accord. Alors de très loin, on l'entend pas mieux là, Frédéric? C'est assez curieux ça, parce que moi je l'entends très très bien. Je l'entends très très bien. Attendez, si, je l'entends très très bien. Écoutez, on va voir ce que ça va donner. Donc Pascal, faites attention à bien parler dans le micro, assez fort, assez fort. Ah, c'est un peu mieux. Elle me dit, alors hop, et je vais faire ça. Ok. Allez, on va essayer une dernière fois. Donc forgeron. Et vous travaillez un peu le bois ou pas du tout? Ah oui, bien sûr. Bon. Tous les outils de taillanderie nécessitent de travailler le bois, la corne, plein de matériaux.
Bon, là, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux, Frédéric. Comme vous le voyez, on commence à transpirer. Ben oui, on est dans un appart. Regardez, je suis en train de me répandre. Bon, allez. Donc, vous vouliez faire un travail manuel. Et puis, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que vous avez fait comme étude? Alors, j'ai trouvé un biais pour pouvoir faire un métier porteur et j'ai passé un diplôme d'ingénieur opticien. D'accord. Qui m'a permis de rester dans la technique. Oui. Alors, la technique aussi bien paramédicale que instruments d'optique et de précision. D'accord. Et puis, j'ai évolué dans les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé. J'ai conforté ma formation par un diplôme de gestion de ressources humaines, parce que tout de suite, quand on a affaire à des équipes, on s'aperçoit qu'on a besoin de disposer de connaissances. Allez-y. Ouais. Et puis ensuite, un autre diplôme en gestion des entreprises, parce que l'aspect économique, l'aspect management, qui est différent de l'aspect gestion des ressources humaines, était nécessaire. Et puis, je me suis, à un moment, quand mes enfants ont été placés, ont été dans leur voie, je me suis dit, je vais essayer de changer un peu de métier pour découvrir d'autres choses, tout en restant dans un domaine éthique. Et voilà comment je suis arrivé à la santé au travail. D'accord. Une opportunité, un jour, Oui, je pouvais aussi bien tomber dans l'insertion. Tomber dans l'insertion, vous avez entendu ce qu'il a dit. Hein. Des propositions pour rejoindre ce volant d'activité aussi. Et ça correspondait à mes aspirations. Ça fait combien de temps que vous êtes à la tête de l'AIST? Alors, ça va faire 14 ans. D'accord. On va rentrer dans l'activité. Allez, s'il y avait un aspect de cet emploi que vous occupez que vous définiriez comme étant celui qui vous intéresse le plus, ce serait quoi dans toutes les tâches que vous exécutez aujourd'hui? Il n'y a aucun doute. C'est la multiplicité des acteurs en interne. D'accord. Parce que nous avons, bien sûr, des médecins, ça tout le monde le sait et l'imagine, mais nous avons aussi des techniciens de tout type, de l'ergonome, toxicologue industriel, technicien de sécurité, psychologue du travail. Nous avons une assistante sociale et nous avons des administratifs. Et dans notre métier, la particularité, c'est qu'on travaille très souvent ensemble, en commun. Donc on est amené à... C'est une vraie équipe pluridisciplinaire. Vraiment, oui, c'est comme ça que ça fonctionne et que ça marche en tout cas. Et à l'inverse, quel est ce qui est pas le plus pénible, mais peut-être le plus pesant ou ce qui vous passionne le moins? Les relations avec l'administration. Je suis assez franc. D'accord. Oui, elles sont compliquées. On sait que c'est compliqué aussi pour les gens qui organisent tout ça. Mais bon, on l'a vérifié encore pendant cette crise sanitaire. On est arrivé à une organisation dans notre pays administrative et qui pèse sur les entreprises, puisque nous sommes une entreprise en quelque sorte. Hein. Contrairement à ce que les gens pensent, on n'est absolument pas rattaché à la fonction publique. On est des associations de droit privé. Et donc, tout ce qui pèse sur nous, pour une entreprise moyenne, il y a 70 salariés à l'AIST, c'est très lourd. Très lourd. Et surtout, ce qui me coûte le plus, c'est que le temps passé à ces tâches-là, il n'est pas passé au bénéfice de ceux qui pourraient attendre quelque chose de nous. Alors, on va en parler justement. Vous l'avez un peu évoqué, l'AIST. Donc, ça veut dire AIST, c'est pas grave, laissez faire, tracassez pas. C'est la vie, ça. L'AIST, ça veut dire quoi? Association interprofessionnelle de santé au travail. Parlez bien près du micro. Alors, l'AIST, vous le dites vous-même, c'est une association. C'est une association, loi 1901, avec un régime de gouvernance un peu particulier qui est défini par le Code du travail. Oui. C'est la particularité de tous ces services de santé au travail interentreprises. La logique, c'est la suivante, c'est que les employeurs ont l'obligation de s'occuper de la santé, de préserver la santé de leurs salariés. Quand c'est une très grande entreprise, ils peuvent développer les ressources en interne, mais quand ils sont plus petits, ils peuvent pas. Donc ils se regroupent, ils créent une association qui va mettre en place les moyens qui leur permettent de réaliser ces obligations. Ça, c'est clair. Est-ce qu'il y a... alors, il n'y a pas un AIST, il y a différents noms, dans chaque département? Il y en a dans chaque département, et même plusieurs par département. Par exemple, dans la Haute-Vienne, qui est pourtant pas un département très peuplé, nous avons un autre service interentreprise qui s'occupe exclusivement du bâtiment et des travaux publics. D'accord, d'accord.
Ok. Et donc, vous le dites, vous répondez, j'imagine, au même cadre légal, mais vous ne dépendez pas de la fonction publique ou... Absolument pas. Nos collègues sont exactement sous le même régime que nous. Alors, une dernière question par rapport à la forme, justement, de la IST. De fait, d'où viennent vos financements? C'est comme une association, c'est comme un club de foot ou un club de Ah. pétanque, c'est les cotisations. Ils font des barbecues. Ouais, ils font des barbecues quand arrivent les beaux jours, avec des merguez et tout ça, pour faire vivre la IST. C'est des Non. cotisations. C'est des cotisations d'entreprise, donc. Cotisations qui sont versées exclusivement par les employeurs. D'accord. Pas de dotation d'État. Non, aucune. Aucune dotation Aucune d'État. autre subvention. D'accord. Bon, pour être précis, hein, Ouais. les ressources financières des services interentreprises, dans notre cas, c'est 98% les cotisations. D'accord. Ah ben vous voyez, ça je savais pas. Écoutez, hein, c'est pareil, hein, s'il y a des choses que vous voulez savoir, et si vous entendez, parce que là j'ai plus de nouvelles de Frédéric, moi je pense qu'on l'entend bien, mais bon voilà, n'hésitez pas. Ok, il y en a dans chaque département, plusieurs, après ça dépend, hein, effectivement les filières. Quelles sont les grandes missions de ces services de santé au travail? Alors, elles sont définies par la loi. La première, c'est la plus connue, c'est le suivi de la santé des salariés. Oui. C'est la fameuse visite qui se fait auprès des médecins du Ça, travail. c'est la visite qu'on fait tous les ans, ou alors la visite d'embauche. Voilà, c'est ça. D'accord. Exactement. Ensuite, il y a une mission de conseil auprès des employeurs et des salariés. Mhm. Une action dans l'entreprise, une mission d'intervention dans l'entreprise. Et en dernier lieu, une mission de veille sanitaire et de traçabilité. Alors celle-là, elle paraît un peu plus fumeuse, mais si on explique à quoi elle correspond, on voit qu'elle est importante. La veille sanitaire, par exemple, quand un de nos médecins va dépister, va relever dans une entreprise un problème qui pourrait générer des problèmes au niveau santé publique. Alors on peut penser à quelqu'un qui est atteint de la tuberculose Ouais. ou une atteinte de gale. Eh bien, il va le signaler auprès de l'ARS et permettre d'organiser le contrôle de ces épidémies émergentes. Ouais. C'est un exemple. D'accord. La traçabilité, c'est un des points essentiels de notre activité. Quand un salarié, tout au long de sa vie, va être exposé à différents risques, différentes substances, c'est très important de pouvoir le retracer pour, si un jour il connaît des problèmes, eh bien pouvoir remonter et organiser un petit peu tout ce qui pourra être nécessaire pour l'aider. Alors Frédéric qui nous suit, donc il doit vous entendre, puisqu'elle vous a entendu parler des 98%. On fait un petit retour en arrière. Elle dit, très justement, et les 2% restants? Alors, on est transparent. Hein. Ouais, ah ben oui, ici on est transparent. C'est très facile. On a une structure financière qui est très très simple. On va faire un appel de cotisation en début d'année. Oui. Et puis on a ce magot qui nous permet de fonctionner toute l'année. Donc on ne dépense pas le premier mois. Alors on D'accord. le met sur une sorte de livret de caisse d'épargne qui va rapporter quelques intérêts et ça génère des produits financiers bien modestes parce que ce sont des placements hyper sécurisés qui font les 2% complémentaires. Voyez Frédéric, vous irez le répéter. L'AIST 87 est géré en bon père de famille. De toute façon, ça peut pas être autrement de la part d'un gars qui aime le travail manuel et tout ça. Et un sou est un sou. C'est vrai. Oui. On se travaille avec ce que l'on a et on le place, voilà. Et tous les AIST sont gérés de la même faççon? Oui. Et puis cette approche, elle n'est pas extraordinaire. Oui, elle bien est sûr. Courante dans le Elle est cohérente et puis c'est pragmatique. la logique Voilà. associative. Oui, bien sûr. Après, hein, ça évite des dérapages. Hein. Il y a des structures beaucoup plus grosses qui gèrent un peu moins bien. Voilà. Bon, Frédéric, voilà, hein, c'est une question. Vous avez votre réponse. Pour l'instant, c'est du 100%, mais je ne doute pas qu'il y en aura d'autres parce qu'il y a des points très intéressants et peut-être pas si faciles que ça à comprendre. Alors moi, je voulais savoir, vous avez évoqué la mission de conseil. La mission de conseil, elle peut porter sur quoi? Et elle s'adresse à qui? Aux employeurs, aux salariés? Elle s'adresse aux deux. Oui. On va prendre un exemple qui va parler tout de suite. Quand le premier déconfinement est arrivé, de nombreux employeurs nous ont contactés pour savoir quelles mesures barrières ils devaient mettre en place, puisque les protocoles
qui ont été établies par le ministère de la Santé n'étaient pas encore parues. Quelles mesures barrières mettre en place? Comment gérer l'aspect psychologique du retour au travail? Bon, ça fait partie du type de conseils que peuvent donner nos médecins du travail ou nos techniciens. Un salarié qui va rencontrer un problème au cours de sa vie, il apprend qu'il est atteint d'une maladie chronique, il va pouvoir venir voir un médecin du travail pour lui demander quels effets ça risque d'avoir dans l'avenir sur son travail, qu'est-ce qu'il peut faire pour anticiper ou quel type de travail il pourrait faire dans l'avenir. Ça peut être un autre type de conseil. Et c'est infini parce que le monde du travail, il est en perpétuel mouvement, renouvellement. C'est tellement varié. À chaque fois, il y a des situations nouvelles, des problèmes nouveaux, et donc tous nos techniciens, nos médecins, nos infirmières sont aptes à apporter des réponses. Alors pendant vous le savez, hein, les personnes qui ont l'habitude de suivre l'émission, je le cache pas, l'émission elle est préparée en amont, elle est surtout préparée par l'invité. Hein. Moi je leur dis de quoi vous pensez qu'il faut parler, je regarde, je corrige un peu, si c'est bon, mais en général ils savent ce qu'ils veulent dire. Et puis voilà, on est là-dedans. Donc j'ai une trame qui a été, c'est impeccable là aussi, c'est au cordeau. C'est impeccable, tout est parfait, mais il n'empêche qu'il y a des questions qui surgissent hein, pendant les réponses. Une première question, mais je pense qu'on y reviendra au fur et à mesure, entre les rapports entre l'entreprise et les services de santé au travail. Vous intervenez toujours sur demande du salarié ou de l'entreprise. Vous n'avez pas une mission, on ne peut pas vous confondre avec les services d'hygiène ou des choses comme ça qui seraient là dans un cadre répressif ou des choses ou de contrôle. Oui, c'est essentiel, c'est la partie la plus importante de notre identité. C'est-à-dire que tout à l'heure on a cité les missions et dans ces missions on a bien vu qu'il n'y a pas ni coercition ni contrôle. Alors la plupart du temps les employeurs ou même les salariés hésitent à faire appel à nous parce que on est assimilé à d'autres acteurs de la santé au travail. Exactement. Comme la CARSAT, par exemple, comme l'inspection du travail, qui, eux, peuvent avoir des missions de contrôle ou de sanctions. C'est absolument pas notre cas. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on est des associations qui ont été créées pour mettre des moyens à disposition des entreprises. C'est notre mission. Et on est bien d'accord, autant le verbaliser, ou peut-être que j'ai tort, hein, mais je pense pas. J'imagine que vous avez un devoir de neutralité. Vous devez avoir un devoir d'information quand il y en a besoin, mais vous avez un devoir de neutralité. Oui. Non, parce que moi, je me suis retrouvé dans une situation à un moment donné de ma vie où j'étais en contact avec la médecine du travail. Et je me suis dit, mais est-ce que je lui parle, est-ce que je lui parle pas? Vous voyez, j'étais pas bien, j'étais psychologiquement un peu au bout. Et j'avais à la fois, j'avais plutôt besoin, mais c'était peut-être pas le rôle non plus, hein, besoin d'un soutien médical, quelqu'un qui valide que j'étais pas bien, mais j'avais à la fois un peu la crainte, je reconnais, que ce médecin ou que cette institution se rapproche de mon employeur et que ça me nuise. Alors, bon, première chose, bien évidemment, et c'est même beaucoup plus qu'une simple obligation de discrétion. Tout d'abord, les médecins du travail, il faut le rappeler, parce que c'est pas bien connu, ce sont des médecins spécialistes. Voilà, j'allais vous le demander, ça. Au même titre qu'un cardiologue, qu'un ophtalmologiste. C'est pas un médecin généraliste qui avait rien d'autre à faire. Absolument pas. Bon. Un médecin du travail, il fait une spécialité en internat, il fait 11 ans d'études. Ah oui. Et donc, il est déjà tenu, comme tous les médecins, par la déontologie médicale. C'est-à-dire que ce qui se passe entre un patient, un salarié et le médecin, ça ne sortira pas du cabinet médical. Ça n'ira nulle part ailleurs. D'accord. Sans l'avis du salarié. Si bien le sûr, salarié bien sûr, bien sûr. Évidemment, c'est autre chose, mais ça restera toujours discret. Cette notion de secret professionnel, elle va au-delà, parce que comme nous intervenons beaucoup dans les entreprises, nous sommes amenés aussi à avoir des secrets de fabrication. Donc cette discrétion, ce secret professionnel, il va jusque-là. Et tous nos agents, y compris les agents administratifs, contractuellement, conventionnellement ou déontologiquement, ont cette obligation de secret professionnel. Oui, oui. Et oui, c'est important. Il faut qu'on sache. Alors, justement, je vous pose des questions. On s'est déjà rencontrés hein, et on se rencontrera d'autres fois. Est-ce que vous avez la sensation que justement, alors que vos missions, on va en parler parce que il y a les missions et puis il y a la démarche dans laquelle vous vous positionnez aussi. Est-ce que vous avez la sensation aujourd'hui
que du côté des salariés, on sache qui vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui? Et si oui, très bien. Sinon, d'après vous, pourquoi? Alors la réponse est claire, c'est non. Et c'est pas que du côté des salariés, c'est aussi du côté des employeurs. Ah ouais, ça c'est plus inquiétant parce qu'ils payent quand même. Et, voilà, ils pourraient payer pour savoir ce qui s'y passe. Tout à fait. Alors, pour quelle raison? Bon, le problème tient à la communication. La communication, elle se fait pour nous envers nos adhérents, qui sont les employeurs, et ce sont eux qui peuvent communiquer auprès de leurs salariés. Il faut savoir que le schéma économique classique d'une région de province, c'est la présence de 85% à peu près d'entreprises qui sont moins de 10 salariés. Ça signifie que dans ces entreprises, le chef d'entreprise, il est impliqué directement dans l'activité quotidienne de l'entreprise. S'il est garagiste, il fait des devis, il est sous les voitures à faire des réparations, s'il est maçon, il dirige ses chantiers, etc. Donc, ce sont des employeurs qui ont très peu de temps à consacrer à la santé au travail, parce qu'ils sont très pris par leur activité quotidienne, aussi par l'activité administrative. Oui, c'est clair. Ils peuvent toujours déléguer un peu au comptable. Et donc, il est très difficile de leur passer des messages sur la santé au travail. Le plus souvent, ces gens apprennent à nous connaître quand ils ont besoin de nous, quand ils ont un problème. Oui, oui. Parce que là, ils ne peuvent pas faire autrement, ils sont obligés de se tourner vers quelqu'un et ils arrivent vers nous. Alors, on a l'habitude, on fait partie des 20 services en France qui sont certifiés, c'est-à-dire qu'on a une démarche de progrès, et cette démarche de progrès, elle nous amène à évaluer ce qu'on fait, savoir si ça correspond aux attentes. C'est un peu une démarche qualité. C'est exactement ça. C'est un peu ça. Une démarche d'amélioration. Mais volontaire, c'est pas quelque chose qu'on vous impose. Vous êtes inscrit dans cette démarche pour gagner en qualité, d'accord. Oui. Et probablement d'ailleurs, ça va être imposé maintenant au service de santé au travail. Vous devrez commencer avant les autres. Alors ça nous permet d'évaluer ce qu'on fait. On a un taux de satisfaction qui est presque inquiétant puisqu'il atteint 94%. Donc les entreprises qui nous connaissent sont satisfaites de ce qu'on leur apporte. Surtout qu'on a un souci, c'est d'être pragmatique. Quand on apporte des conseils, c'est pas d'aller proposer à quelqu'un qui vend des sandwichs d'installer un monte-plat à 20 000 € parce qu'il travaille sur des étages. On sait que ça sera jamais fait. Donc il faut arriver à rentrer dans le concret des choses, à tenir compte du contexte socio-économique des entreprises. On ne propose pas à une entreprise de faire des investissements si elle est en difficulté financière, et ainsi de suite. Donc du bon sens. Et ça, c'est un souci permanent qu'ont nos intervenants. Donc, on donne satisfaction, mais on est très peu connu. Et on est peu connu, on suit sur le département de la Haute-Vienne 7000 entreprises, alors qu'on va arriver à intervenir dans 450, 500 par an, ce qui est déjà beaucoup. Oui, c'est beaucoup. Donc finalement, on peut difficilement diffuser des messages, bien qu'on ait les moyens courants, bien sûr. Les envois de mails, d'informations diverses, mais malgré tout, comme je le disais, cette préoccupation étant pas prioritaire pour un grand nombre d'employeurs, prioritaire parce qu'ils n'ont pas le choix, hein, c'est pas une volonté, et donc la communication est difficile. Et du côté des salariés, moi par exemple, je suis salarié, on va pas dire où je suis salarié, mais moi je suis salarié. La médecine du travail, moi c'est facile. Hein. C'est quand on me dit, je monte au bureau, on me dit, ah ben là, regarde, il faut que tu prennes ton rendez-vous. Il n'y a rien d'autre. Qu'est-ce que les salariés attendent de vous? Alors, les salariés, ils attendent beaucoup. Trop? Non, pas trop. Trop. Quand je dis trop, c'est peut-être sur des champs qui ne vous concernent pas directement. Ça peut arriver, mais c'est par manque d'information. Il faut savoir qu'un salarié, au cours de sa vie, il va pratiquement voir plus souvent le médecin du travail que son médecin traitant. Ah oui. C'est un parcours de vie. Vous sortez d'avoir fini les études, vous allez rentrer dans une entreprise, vous voyez le médecin du travail pour passer une visite d'embauche. Vous allez progresser dans votre activité, avancer. Si vous êtes une dame, à un moment, vous pouvez attendre un bébé. La maternité, vous allez revoir le médecin du travail. Au début de la maternité et à la fin, au retour. Un peu plus tard, vous avez un accident de ski, vous tordez un genou, vous pouvez plus travailler comme vous le faisiez avant. Vous allez revoir le médecin du travail pour adapter le poste.
et ainsi de suite. C'est-à-dire que concrètement, plus vous les voyez, hein, plus ça veut dire que le parcours est chaotique. Soit ils changent souvent de travail, soit ils ont Ouais. eu des soucis, les pauvres. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'ils attendent? Et d'ailleurs, tiens, je sais pas, peut-être, est-ce que, alors, qu'est-ce qu'ils attendent concrètement de vous? Et est-ce que les attentes changent? C'est-à-dire, j'ai un truc derrière la tête, mais est-ce que, par exemple, dans le temps, on attendait, enfin, on était plutôt sur de la médecine au sens capacité physique, et par exemple aujourd'hui, est-ce qu'on est plus sur des problématiques d'ordre psychologique ou le burn-out? Peut-être je fantasme, hein, c'est Non, une non, question. non, c'est tout à fait ça. Alors, ce qu'attendent les gens le plus souvent, bon, bien sûr, il y a les avis médicaux quand Ouais. ils ont des problèmes de santé, quand ils ont. Mm. Mais surtout, c'est des conseils. Mm. C'est bon, moi j'ai 40 ans, je viens de faire un infarctus. Est-ce que je vais pouvoir ouais. subir la même pression au travail que je la subissais avant? Et qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour arriver à la Mm. subir? C'est vraiment du conseil qui est attendu par les salariés. Et encore une fois, tout est en place pour qu'ils puissent en bénéficier, mais l'information n'est pas évidente. Par exemple, les salariés ne savent pas qu'à tout moment, ils peuvent demander une visite, une rencontre avec le médecin du travail Ah oui. ou une infirmière spécialisée. Eh oui. C'est possible. Eh oui. Et oui, mais peut-être parce que effectivement les canaux de communication sont pas les plus adaptés. Oui, Pour l'instant, il reste des choses à faire. On a aussi une législation qui est très complexe, Ouais. qui facilite pas les choses. Elle est tellement complexe qu'elle rebute la plupart des personnes et qui Bien sûr. n'entrent pas dedans. Donc, ils savent pas quelles sont les possibilités, sans même parler de droit. Alors on a parlé, on a fait une présentation générale, on a parlé un peu de ce qu'on pouvait attendre, etc. Vous l'avez très bien dit, la médecine du travail et les salariés, c'est une histoire tout au long d'une carrière, hein, d'une vie professionnelle. Alors c'est vrai qu'on est tous un peu pareil. Moi, je vais plutôt chez le médecin quand ça va pas, quand ça va, je m'en passe, hein, comme le dentiste ou quoi. Il y a quelque chose, je pense, qui est extrêmement important sur lequel il faut qu'on parle, c'est le principe de prévention. Vous avez une mission tout à fait particulière et tout à fait importante, voire primordiale, dans le champ de la prévention. Expliquez-nous un peu déjà pourquoi et comment ça se structure. Alors, la médecine du travail, c'est une médecine de prévention. C'est-à-dire que c'est un petit peu, bon, je vais caricaturer, c'est un petit peu comme les médecins chinois. Quand on en arrive aux dégradations de la santé et qu'on doit soigner, ben c'est qu'on a échoué. Le problème, c'est que dans notre pays, et je suis pas le seul à le dire, il y a un cardiologue célèbre que j'entendais lundi qui disait exactement la même chose, c'est que la prévention, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les mœurs. C'est vrai. Contrairement à d'autres pays, on cite toujours les pays scandinaves, mais il y en a d'autres, les pays nord-américains sont beaucoup plus avancés en matière de prévention au travail, mais la prévention, elle peut dépasser largement le travail dans le domaine de la santé. Et ça, c'est un souci. Alors, effectivement, ça présente un grand intérêt de s'occuper de prévention. Ben oui. D'une part, parce qu'on tombe moins malade. Et puis en termes d'économie. Alors, c'est l'aspect humain. Et derrière, effectivement, ça a des implications au niveau de la société qui sont majeures. Bien sûr. Qui sont énormes, énormes. Alors comment ça se passe ça? C'est quoi? Alors il y a derrière la visite, j'imagine, hein, voilà. Mais est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors la visite, elle permet à l'infirmière ou au médecin qui reçoit le salarié de diffuser un certain nombre de messages de prévention. C'est-à-dire d'expliquer à la personne, en fonction de son poste, à quel type de risque elle va être exposée et quelles précautions il y a à prendre. Eh oui. Ça, c'est une chose. Bon, quand on explique à des adultes, c'est toujours compliqué. Je vais prendre un exemple. La relation au risque. Il n'y a pas si longtemps, dans les métiers du bâtiment, il y a beaucoup de travail en hauteur. Je me rappelle, parce qu'un de mes boulots d'étudiant, c'était j'allais faire manœuvre chez un charpentier. Voilà. Et t'es heureux, hein. Et j'ai vu ce qui se passait. Et le risque, il est accepté. C'est-à-dire que il y a quelque temps, vous disiez à un couvreur ou un charpentier, ah ben oui, mais chez vous, il y a des gens qui tombent. Ben oui, c'est normal, on travaille en hauteur.
Pas faux. C'était la réponse. Hein. Oui, oui. Et les moyens de sécurité mis en place, ils étaient insignifiants. Insignifiants. Aujourd'hui, c'est complètement différent. Les mentalités ont réellement changé et les personnes, nos concitoyens, n'acceptent plus de voir leur santé dégradée du fait du travail. Bien sûr, oui, c'est vrai. C'est lié à toute une évolution sociétale, du contexte travail bien sociétal sûr, ouais. Et des valeurs, notamment attachées à cette sphère-là, d'un regain de la sphère privée par rapport au travail. Donc, aujourd'hui, il y a une réelle importance pour les entreprises, les employeurs, de s'occuper de la santé au travail. Elle est déjà économique. La gestion de l'absentéisme, elle fait partie des grands coûts cachés. C'est clair. Moi, j'ai un chiffre qui date de 2018. C'est 4510 € par an et par salarié. C'est énorme. Énorme. Sur tous les salariés. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est monumental. Et puis derrière, il y a d'autres coûts cachés. C'est-à-dire que quand un salarié est absent, il faut le remplacer. Il faut former le remplaçant. Et votre exemple était très bon parce que un charpentier qui tombe, qui peut pas reprendre le boulot, on n'en retrouve pas un sous le sabot d'un cheval. Hein. Dans certains métiers manufacturiers, exactement. On forme les gens en voilà. 5-6 ans. Hein, oui, tout à fait, tout à fait. Donc il y a un réel intérêt. Après, aujourd'hui, on ne peut plus manager une entreprise sans s'occuper de la santé au travail. Bon, la raison économique, on vient de la balayer. Il y a des études qui ont été spécifiquement faites sur cet aspect économique. J'ai en tête une étude européenne et une autre dans les métiers du bâtiment des travaux publics qui démontrent que l'investissement en prévention, il est rentable. C'est-à-dire que non seulement il ne fait pas perdre d'argent, mais il rapporte de l'argent. Alors il apporte de l'argent parce que quand on investit dans la prévention, on touche à la qualité de vie au travail et immédiatement on améliore la qualité de la production et la productivité. Bien sûr. Donc on améliore les marges. C'est vrai. Et on améliore, je dirais, un peu aussi les relations dans l'entreprise. Oui. Parce que quand l'employeur renvoie le fait qu'effectivement il prend soin de la santé de ses salariés, les salariés le rendent aussi parce qu'ils se sentent plus à l'aise, bien sûr. Et il les fidélise. Bien sûr, c'est vrai. Des gens qui ont un savoir et Dieu sait que c'est précieux aujourd'hui. Hein. C'est très important. Ouais. Donc, en fait, ce management de la prévention, de la santé au travail, c'est un cercle vertueux. C'est un cercle vertueux qui va avoir un intérêt directement lié à la mission même de l'entreprise, qui est de produire de la richesse, il faut le dire. Bien sûr, c'est normal, c'est le but d'une entreprise. Mais également, il va s'inscrire dans les principes du développement durable, puisque la santé au travail, quand on parle de responsabilité environnementale et de responsabilité sociétale, on voit qu'elle a largement sa place. Bien sûr, bien sûr. Et la pérennité de l'entreprise, elle est associée à ces trois piliers du développement durable, l'économique, l'environnemental et le sociétal. Donc aujourd'hui, les managers, que ce soit des petites ou des grandes entreprises, il est très important qu'ils aient en tête ce concept-là. Ça commence à faire son trou. Ah, Marie-Hélène. Eh oui, bonjour Marie-Hélène. Alors Marie-Hélène, je la connais, hein, c'est la directrice de Cap Emploi Corrèze. Oui, un des meilleurs Cap Emploi du monde, faut le savoir quand même, parce que Marie-Hélène, ça ne rigole pas. Hein, c'est une passionnée, elle fait un peu comme vous. Alors elle nous dit, Marie-Hélène, eh oui, la prévention permet d'anticiper les risques pour chaque partie prenante. C'est le principe de la prévention, bien évidemment, bien évidemment. Et c'est clair que c'est indispensable. Alors, et vous voyez, je reste un peu surpris parce que plus je vous écoute, alors je vous connaissais un peu avant, mais plus je vous écoute, plus je me dis que finalement c'est simple au bout du compte parce que vous l'exprimez très bien. Et à côté de ça, je trouve encore que les gens ne le comprennent pas assez. Donc il faut faire quelque chose. Hein. Pascal, je compte sur vous, il faut faire quelque chose parce que voilà, c'est pas normal que je comprenne comme ça aussi facilement. Bon, il y a peut-être des trucs que vous m'avez pas encore dit, mais les trucs difficiles, il les garde pour tout à l'heure. Pascal, donc ok, on a dressé le cadre et vous l'avez très bien dressé parce que toujours en donnant des exemples, on se rend beaucoup plus facilement compte. Tout va très bien. On devait, tiens d'ailleurs, on devait travailler ensemble sur un ciné-débat avec un film, des employeurs, super, une bonne soirée, crao, patatras, tout s'arrête, la Covid. Et là, on a parlé de beaucoup d'acteurs, et pas vraiment de vous d'ailleurs, on n'a pas énormément parlé de vous, alors que effectivement il s'est passé la santé du citoyen a été au cœur des débats.
Mais le travail, ça a été quand même un enjeu énorme. Alors, on n'a pas encore mesuré tout l'impact, à mon avis, de cette crise sanitaire, parce que c'est quand on va réouvrir un peu les portes qu'on va voir celles qui ne s'ouvrent plus, par exemple, ou celles qui auront du mal. Vous êtes concerné, je dis, allez, on va dire, vous êtes, parce qu'il faut espérer qu'on touche la fin, mais et encore, on en reparlera, puisque en amont de l'émission, on a un peu discuté. Vous êtes concerné à la fois par les entreprises, l'organisation du travail, vous nous le direz peut-être, la vaccination, l'organisation du travail au niveau des salariés, on maintient la sécurité, on voit ce qu'on peut faire, etc. Et maintenant, je dirais, avec le déconfinement, je pense qu'il va y avoir d'autres choses à gérer en termes de retentissement. Alors, est-ce que vous pouvez, déjà, juste, on va essayer de prendre les choses de façon très, très pragmatique. Le confinement arrive, vous êtes le responsable de l'AIST. Avant tout, qu'est-ce que le responsable de l'AIST se dit quand c'est le blocus et il se dit, voilà, demain il y a mes salariés, mes collaborateurs, je fais quoi, je fais comment? Comment vous l'avez vécu? Juste ça d'abord. Alors déjà, le responsable de l'AIST, il a la chance de ne pas être tout seul et d'avoir avec lui des gens qui ont des bonnes idées. Ouais. Et de manière commune, on s'est retrouvé le 18 mars, puisqu'on a eu une nuit pour s'organiser généreusement. Ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Pas mal. On s'est retrouvé, les médecins et moi, tout seuls, avec toutes les personnes isolées pour leur protection. La première chose qui nous est venue à l'esprit, on s'est dit, on ne sait pas combien de temps ça va durer, mais quand les gens vont revenir, ça va poser des problèmes d'ordre psychosociaux. Tout de suite. Tout de suite. Ouais. Et tout de suite, on a lancé à distance, avec nos collègues qui, eux, étaient isolés, des projets, des groupes de travail pour armer les entreprises pour le retour des personnes après ce premier confinement. Déjà. Alors, on ne s'est pas trompé, parce que quand on a mis le guide du déconfinement en ligne, le premier jour, il a été téléchargé 1700 fois. Ah oui. Le premier jour. Pour une petite association qui suit c'est énorme, hein. C'est énorme, c'est énorme parce que déjà il faut faire la démarche d'aller le télécharger, le trouver. Le besoin était voilà, le besoin était là, c'est clair. Alors, donc pendant la crise, les choses étaient assez évidentes, mais cette crise, elle aura des incidences sur le travail. On a vu qu'on utilisait des nouveaux outils, des nouveaux moyens technologiques pour communiquer. On a vu que les gens étaient un peu plus distants de l'entreprise, qu'ils y étaient moins présents. Ça va rester. Pas au niveau où ça l'a été pendant les confinements, mais bien sûr, la notion de télétravail, le vrai télétravail, c'est-à-dire pas le télétravail d'isolement qui enferme les gens chez eux, mais qui est un mix entre la présence dans l'entreprise et le travail à la maison, il va se développer, plus qu'il ne l'a fait. Les communications à distance, les échanges en visioconférence vont se développer. Et tout ça, ça va générer des effets dont on voit bien dans quel champ de risque ils vont s'exercer, encore que pas toujours. Un exemple aussi, c'est concret. Aujourd'hui, un salarié qui travaille chez lui, il est beaucoup moins bien équipé qu'au bureau. Oui. On a commencé à en parler, ça, les fauteuils ergonomiques, et tout ça. Exactement. Et alors nous, on avait mis à disposition pendant l'isolement la possibilité d'avoir un échange en visio avec un ergonome pour qu'il puisse voir votre environnement et vous apporter des conseils au moins basiques. Une première consultation comme ça de visu. Voilà. Le problème, c'est que, si je disais tout à l'heure, on peut intervenir dans les entreprises, le domicile, c'est un domaine privé. C'est pas prévu par la loi encore, ça. Personne n'y met les pieds. D'accord. Même, alors, on met la crise de côté, parce que avant la crise, il y avait des gens qui faisaient du télétravail, ça existait quand même s'il n'y en avait pas 50 000. Oui. Et la loi, par exemple, ne prévoit pas que dans ce cadre-là, il puisse y avoir des précos au domicile. Non, d'accord. C'est la même chose, par exemple, pour les personnes qui travaillent à domicile. Une dame qui fait des ménages ou une aide à domicile, pour étudier son poste de travail, vous ne pouvez pas aller chez la personne. Ah oui, ben voyez, je ne savais pas. Personne qui vous le décrive. D'accord. La réglementation est aujourd'hui comme ça. Donc ça amènera ça va évoluer, évidemment, parce que... J'imagine que dès le départ,
ceux qui vous ont sollicité en premier, c'est les entreprises? Alors, pas nécessairement. Je dirais que ça s'est fait en 2 temps. Il y a eu une très très forte sollicitation de salariés qui souffraient beaucoup de se voir éloignés de leur entreprise. Ces fameuses personnes, ces familles monoparentales qui ont comme lien social principal le travail et qui, en étant isolés plus longtemps qu'ils ne l'ont jamais été auparavant, c'est clair, puisque rarement quelqu'un prend 3 mois de congé. La maladie, malheureusement, peut dans certains cas isoler, mais pas avec l'effet de masse qu'on a eu là. Donc il y a énormément de personnes qui nous ont contactés suite à des problèmes psychologiques. L'activité de notre psychologue du travail, elle a été multipliée par 2 pendant le confinement. Et oui, c'est là où il a regretté de ne pas être en libéral, oui, parce qu'il serait devenu riche. Non, mais c'est vrai que là, les cabinets libéraux, c'est pour rire que je dis ça, bien sûr, mais les cabinets libéraux ont explosé. Hein. Tout à fait. C'est vrai, hein. Oui, c'est certain. Bon, on a les marchands de vaccins aussi. Oui, les marchands, on va parler des vaccins. Alors, j'avais aussi travaillé. Oui. Oui. Allez-y, je vous en prie. Les salariés, principalement des problèmes psychologiques liés à l'éloignement, à la rupture de ce lien social, et les entreprises démunies par rapport à l'abord de ce risque biologique, qui n'est pas un risque que la plupart d'entre elles. Oui, on n'a pas l'habitude, bien sûr, bien sûr. Bon, un laboratoire d'analyse, c'est normal, c'est normal, c'est normal. Mais encore une fois, une grande surface ou un marchand de vêtements, c'est pas le cas. Et il a fallu intégrer tout ça dans les documents d'évaluation des risques professionnels. Il a fallu mettre en place les mesures pour maîtriser ce risque. Et ça a été une grosse demande de la part des entreprises. D'accord. On a vu à peu près 500 entreprises aussi. Pourquoi? Par rapport au principe de responsabilité, peut-être? Là, je pense que... Ou c'est l'intérêt simplement de... Je pense, moi, qu'il y a une réelle prise de conscience collective et une volonté de lutter contre cette épidémie et de protéger les gens. D'accord, protéger c'est les salariés, bien. Les concitoyens. Ouais. Bon, on parle toujours, effectivement, de cette réglementation et de cette responsabilité qui pèse sur les entreprises. Alors, on en parle parce c'est la responsabilité au plus haut niveau. C'est l'obligation de résultat. Encore qu'aujourd'hui, on trouve quelques petites entailles dans ce... Mais c'est l'obligation de résultat. C'est-à-dire que, pour expliquer aussi ce que c'est simplement, aujourd'hui, vous utilisez un produit dans votre entreprise pour nettoyer les surfaces. Ce produit, il n'est pas dangereux. Il n'y a pas de dangerosité connue. 30 ans plus tard, on découvre qu'il était dangereux. Qu'il était dangereux. Eh bien, la logique, c'est que vous auriez dû le savoir et que vous devrez réparer les dommages qui ont été causés à la santé des salariés. C'est vrai. Donc, c'est une responsabilité qui est très stressante pour les employeurs. Très injuste. Oui, aussi, mais bon, c'est comme ça. C'est le principe qui est choisi aujourd'hui pour organiser la réparation dans notre système de solidarité. Mais c'est pas ça qui les a motivés. Il y avait réellement une motivation de protéger les gens et de lutter contre cette épidémie. Alors j'imagine qu'il y a dû avoir les standards qui ont chauffé, parce qu'on était tous démunis, un peu, on savait pas trop quoi faire, etc. Par contre, est-ce que ça a pas mis un coup d'arrêt, ou en tout cas mis des difficultés, peut-être pas dans le suivi, mais en tout cas dans le rythme qui était pris avec un certain nombre de salariés, avec un certain nombre d'entreprises. Je pense, parce qu'on en a un peu parlé avant tout à l'heure, mais je pense à des gens qui ont des maladies chroniques, etc. Alors c'est vrai que vous faites pas c'est pas des consultations chez vous, mais quand même quoi, il y a des gens, ils ont leur visite à tel moment. Est-ce que ça c'est arrivé? Est-ce qu'il y a eu des coups d'arrêt, des effets induit néfaste, je dirais? Oui, alors nous, on a une forme de répétitivité dans notre suivi des salariés, puisque c'est cyclique. Un salarié qui est exposé à certains risques, il doit être vu tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans. Bien sûr. Et donc, ce type de visite, il s'est arrêté immédiatement parce qu'il a été complètement phagocyté par ce qu'on appelle les visites à la demande, celles dont je parlais tout à l'heure. Bien sûr. Les gens qui étaient en souffrance et qui sont venus appeler au secours. Alors il y a eu ce problème-là, et puis il y a eu un autre problème qu'on n'imagine pas, mais quelqu'un qui était en arrêt maladie. Et il y a la visite de reprise. Et son arrêt maladie s'interrompt pendant
la période d'isolement, Ouais. Il fallait qu'il bénéficie de sa visite de reprise, sinon il se retrouvait sans ressources. Oui, c'est vrai. Et là aussi, il a fallu apporter une aide à... Il a fallu trouver la solution. Ah ben oui, à plusieurs personnes. Il n'y a pas eu le choix. Donc en gros, toutes ces visites cycliques, elles ont été vite mangées par des visites occasionnelles Bien sûr. diverses, à tel point que le gouvernement a sorti plusieurs décrets pour différer ces visites cycliques et permettre aux services de santé au travail de se concentrer sur la demande et le besoin actuel. Bien sûr. Vous l'avez dit, votre équipe a été très réactive, très participative. Qu'est-ce que vous retenez de ce moment-là, quand vous regardez votre équipe? Qu'est-ce que vous pensez qu'elle a gagné? Est-ce qu'elle a gagné en termes de compétences ou d'approche ou de vision ou de posture? Et qu'est-ce que vous pensez qui va rester? Là, je parle uniquement de votre équipe. Alors, je pense que souvent, les moments difficiles, ils vont. Moi, je suis un ancien joueur de rugby, donc les moments difficiles, ils vont favoriser l'émergence de la solidarité. Et derrière, la solidarité, elle renforce la cohésion. Bien sûr. C'est évident. Mais il n'y a pas que ça. Professionnellement, on a dû s'adapter. On a gagné en agilité? Oui. Ah oui. Oui, parce que là, il fallait apporter des réponses rapides. Je parlais tout à l'heure avec la même qualité. D'une nuit pour organiser le fonctionnement d'une entreprise. Bon, et ça a été le cas pour tous les employeurs, ça. Mais derrière, il a fallu produire des choses. Je parlais de projet. Nous, ce projet sur le guide au déconfinement, il fallait qu'il soit prêt pour le jour de la sortie du déconfinement. Il ne fallait pas qu'il arrive 6 mois après. 6 mois après, c'était plus très utile. Et donc, il a fallu s'organiser et changer les habitudes de travail. D'autant plus que les gens étaient à distance. Et donc, ça nous a ouvert de nouvelles perspectives. Un autre exemple, ce qui s'est un peu pratiqué, pas à l'excès chez nous parce que bon, c'est quand même un fonctionnement en mode dégradé, c'est les consultations à distance, en visio ou au téléphone, pour des personnes qui pouvaient difficilement se déplacer parce que bon, les transports en commun fonctionnaient plus comme avant. Bien sûr. Et donc, on a expérimenté de nouvelles relations avec nos salariés, nos adhérents. Donc oui, c'est certain, ça nous a amené à être beaucoup plus réactifs. On parle de mode agile aujourd'hui. Oui. Bon, après, il faut faire attention au truc parce que avant on parlait de mode projet, c'est donc l'organisation. Maintenant, on est dans le mode agile, c'est-à-dire qu'on n'est plus organisé et puis on il faut faire attention. C'est pas tout à fait ça. Oui, c'est pour ça que j'ai bien insisté en disant avec la même efficacité. C'est important. C'est bien joli de réagir, mais il faut réagir avec le même sérieux, la même qualité de service. La même qualité, bien sûr. Et nous, ça nous a fait progresser dans ce domaine. Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que votre équipe, j'ose pas trop dire vous, parce que j'entends bien que le travail est collaboratif chez vous. Qu'est-ce que votre équipe va garder de ça, vous croyez? Qu'est-ce qu'on peut exploiter? Alors, au-delà des valeurs, au-delà peut-être de cet état d'esprit, techniquement, par exemple, demain, vous devez piocher dans le truc, qu'est-ce que vous garderiez? Ces fameuses visites, par exemple, en visio ou... Alors, ce qu'on va garder... je vais répondre indirectement. On a dû utiliser ces moyens de visioconférence, par exemple. Bon, on a dû les utiliser sans être formés. Ça rappelle un peu pour nos générations l'utilisation de l'informatique. C'est clair. On nous a mis devant un PC, puis on a dit maintenant, allez-y. Voilà, donc on s'est auto-formé. Alors nous, on a proposé récemment des formations à l'utilisation de ces moyens de visioconférence. On a 100% de nos salariés qui se sont inscrits pour y participer. Très bien. Donc, les personnes sont appropriées de nouveaux moyens technologiques. Et ces nouveaux moyens technologiques, ils vont nous permettre, nous aider plus tard à répondre à des situations qui vont arriver. Alors justement, Marie-Hélène, elle dit, elle demande, la téléconsultation va-t-elle se développer? Ah, ça va pas être simple à répondre. Alors, ça. Déjà, tout à l'heure, je vais préciser un peu, parce que tout à l'heure, vous avez fait, et vous avez, avec raison, vous avez fait le distinguo entre le fait de ramener du travail à la maison parce qu'il fallait aller agir vite, et le télétravail. Là, est-ce que aujourd'hui, techniquement,
vous pouvez assurer de la téléconsultation au sens médical du terme, ou est-ce que c'est de la consultation à distance pour rendre service à quelqu'un qui ne le peut pas? Alors, pour répondre à la question, Ouais. la réponse, elle est facile. Est-ce que la téléconsultation va se développer? Oui. Voilà Marie-Hélène, c'est oui. Pourquoi est-ce qu'elle va se développer? Tout simplement parce qu'il n'y a pas assez de médecins. Et qu'on ne parle pas de médecins du travail. Il y a déjà beaucoup de zones de province, dans des endroits où il est difficile d'attirer cette ressource médicale, qui devient rare, mais pas que dans la spécialité médecine du travail. Nous, on est particulièrement touchés, mais vous savez qu'un rendez-vous chez un ophtalmologiste, aujourd'hui, c'est long aussi, par exemple. Si vous voulez trouver Je vais pas vous faire ma fiche sanitaire, mais je passe ma vie à chercher des rendez-vous. Ah oui, si vous voulez voir un urologue, c'est Bien également sûr. compliqué Ouais, aussi. Et donc, cette visio-consultation, elle va se développer. Mais après, il faut pas rêver, ça reste un fonctionnement en mode dégradé. Si on développe ça, c'est parce qu'on n'a pas les moyens de mettre en face de chaque Du présentiel. patient un médecin. Ouais, bien sûr. C'est certain. Alors, il y a ce premier point. Donc, il faut bien définir comment on l'utilise. C'est pas la solution miracle, ça rend des services. Si on est dans la médecine générale, c'est quelqu'un qui a une maladie chronique, qui a une ordonnance à renouveler, il a un entretien à distance avec un médecin, pourquoi pas. Si c'est quelqu'un qui a eu un grave accident et qui doit reprendre un travail qui sollicite telle ou telle partie, à distance, c'est plus compliqué. Mais si c'est quelqu'un comme moi, par exemple, on revient là sur la médecine du travail pure, j'ai ma visite annuelle. Mettons, je reçois un coup de fil avant du médecin ou de l'infirmière qui me dit comment ça va, monsieur Gadras, depuis l'année dernière, est-ce que vous avez un peu maigri, est-ce que vous n'avez pas repris la cigarette? Et je dis oui, j'ai maigri, j'ai pas repris la cigarette. Bon, est-ce qu'on peut imaginer que demain, sans que la qualité soit dégradée, on me dise bon, mais écoutez, si vous en êtes d'accord, on peut faire la visite en visio, entre guillemets. Est-ce que ça c'est envisageable? Parce que oui, le risque est minime. Enfin. En prenant toutes ces précautions, bien sûr, en amont. Alors, ça vient, vous m'ouvrez la porte pour tempérer cette réponse aussi catégorique. Ah, voyez. Parce que, oui, mais il faut quand même du temps. Il faut quand même du temps, parce que pour pouvoir faire un échange en visioconsultation, il faut que le salarié ou le patient, il ait un ordinateur, il ait une connexion Internet qui le permette, et qui sache utiliser tout ça. Eh oui, aujourd'hui, c'est vrai. Ça a été le principal écueil de la plupart des consultations qu'on a essayé de développer comme ça. Donc il faut trouver un système de fonctionnement différent. Et puis, il y a un autre, dans notre domaine notamment, un autre aspect qui n'est pas des moindres, c'est que ces consultations-là, elles ne sont pas prévues dans la loi. C'est-à-dire qu'un médecin du travail, il délivre des documents. Une attestation d'aptitude ou d'inaptitude, des restrictions, et s'il y a eu des dispositions réglementaires prises pendant l'état d'urgence, elles n'ont de validité que pendant l'état d'urgence. C'est vrai. Donc il faut aussi que la réglementation évolue. Donc ça va venir, ça va être utilisé, je vois pas comment ça peut être autrement, mais ça sera pas à une grande échelle, parce que c'est pas possible, et il faut avant un certain nombre de préalables. Alors on va parler justement de l'avenir, ça aurait été facile, là, la porte était ouverte sur l'avenir. Avant ça, je voulais juste un petit retour sur le passé, ou peut-être sur le présent, j'en sais rien. AIST 87 et plus largement médecine de santé au travail, service de santé au travail, vaccination, un lien, pas de lien, une mobilisation, une aide, une participation, qu'est-ce qu'on en dit? Un lien direct, parce que nos médecins, nos infirmières sont des professionnels de santé qui sont aptes à vacciner. Et donc, nous avons été sollicités par le ministère du Travail pour organiser des centres de vaccination. Alors, la mission qui nous a été confiée, elle consistait, c'est fin février, à vacciner les personnes entre 55 et 74 ans, et uniquement avec le vaccin AstraZeneca. Bon, pourquoi 55-74 ans? Parce que l'AstraZeneca, c'est la recommandation technique. C'est ce qui m'est arrivé. Voilà, je suis AstraZeneca. Regardez, je suis toujours là. Oui. Non, mais c'est important de le dire. C'est un vaccin qui a été complètement déglingué par les médias. Voilà. Sur quelle base scientifique? On attend toujours encore de savoir vraiment. Voilà, la base scientifique, elle est devant vous. Regardez. Statistiquement fiable, plus ça.
Et alors donc, notre première difficulté, c'est que des 55-74 ans dans les entreprises, au début c'était uniquement les personnes qui étaient atteintes de comorbidité, il n'y en a pas beaucoup. Donc on n'a pas pu vacciner beaucoup de personnes. Et puis ensuite, il y a eu cette campagne qui a mis au pilori le vaccin AstraZeneca. Donc les volontaires pour se voir injecter ce vaccin ont diminué. Et finalement, alors qu'on était prêt, qu'on pouvait apporter une grande aide à l'effort collectif, eh ben, on a vacciné très peu de personnes. Alors, il y a actuellement un test pour permettre aux services de santé au travail d'avoir accès au vaccin Moderna. L'intérêt, c'est que ça nous permettrait de toucher la population qu'il y a dans nos entreprises, puisque le Moderna, c'est un vaccin ARN messager, il peut être inoculé aux personnes plus jeunes. Et là, on pense que on pourrait avoir effectivement plus de succès. Mais l'approvisionnement est encore très compliqué. Donc, pour l'instant, seuls quelques services en France testent ce vaccin. Et on attend des directives pour savoir si ce sera élargi. Bon, c'est une info, hein. Vous l'avez compris, les services de santé au travail sont prêts, hein, ils sont dans les starting blocks. Et alors, la légende veut qu'il y ait problème d'approvisionnement. Hein, alors c'est pas une légende en fait, hein, du tout. C'est pas, voilà, c'est l'info du soir. Alors Marie-Hélène. Elle reste un peu, c'est pas inintéressant ça d'ailleurs, Marie-Hélène reste un peu sur cette histoire de téléconsultation et surtout là en l'occurrence de gestion des professionnels de santé. C'est vous qui avez fait allusion au fait que on n'a pas autant de médecins qu'on le souhaiterait. Et elle dit, est-il prévu de recruter ou de faire évoluer les infirmiers en pratique avancée? Alors, attention, hein. C'est alors là, suivant la réponse, demain il y a des sacs de sable dans la rue, les professionnels de santé vont dire ils veulent nous faire des trucs qu'on n'a pas envie. Ouais, ça c'est effectivement une grande probabilité. Alors Marie-Hélène, elle est très très bien informée puisque ça c'est un sujet qui a été abordé dans l'accord national interprofessionnel qui alimente la réforme qui est en train de se mettre en place pour la santé au travail. C'est vraiment du tout frais puisque cette réforme, elle passera mi-juillet devant la commission paritaire Sénat-Assemblée nationale. Donc, les infirmières en pratique avancée. Le problème, c'est que... Donc, la pratique avancée, pour les gens qui connaissent pas, c'est quoi? C'est on reste infirmier, mais peut-être on pratique des actes où on a des prérogatives qui sont entre infirmiers et puis médecins? C'est pas entre. C'est-à-dire qu'une infirmière en pratique avancée, elle va pratiquer des actes qui sont aujourd'hui de la seule prérogative du médecin, mais sous la responsabilité d'un médecin, bien sûr. D'accord. Alors, la santé au travail. Bon, le problème, c'est que on vient, en quelque sorte, d'intégrer des infirmières. La carence en médecins est énorme. Hein. On peut citer des chiffres à l'image d'un petit service comme le nôtre. Il y a 2 ans, on avait 22 médecins. Aujourd'hui, on a plus que 12. Partout, hein. De toute façon, partout. Oui. Partout. C'est lié à une pyramide des âges complètement déséquilibrée. Bon, c'est comme ça. C'est partout le cas en France, effectivement. Donc, pour pallier un peu à cette carence, parce que la réglementation, même si elle évolue pas aussi vite que les départs en retraite. Il a été imaginé d'intégrer des infirmières auxquelles ont déjà été déléguées des prérogatives qui étaient celles des médecins avant. Mais ces infirmières, ce ne sont pas des IDE, des infirmières diplômées d'État, ce sont des infirmières qui suivent une formation qui est d'un niveau diplôme universitaire, une formation infirmière en santé-travail. Donc nos infirmières, elles viennent de sortir de ces formations. Pratiquement dans tous les services de France, il y a 1 ou 2 ans qu'elles sont diplômées. Donc ça ne les intéresse pas dans l'immédiat de se relancer dans des masters. Ah oui. Et puis ensuite, ça génère un tas d'autres problèmes. C'est-à-dire que la délégation de responsabilité médicale à une infirmière, il faut qu'elle l'accepte. Il faut qu'elle l'accepte. Il faut que se mette en place, il faut que se mette en place la création d'un statut spécifique.
statut spécifique veut dire aussi négociation salariale au niveau de la branche. Normal. Donc, Ouais. c'est quelque chose qui est vraiment très très Qui doit se réfléchir, Oui, parce de qu'on toute a façon, voilà, c'est une des pistes de réflexion, mais qui peut pas se décréter du jour au lendemain. Alors, il y a déjà des choses qui peuvent être confiées immédiatement aux infirmières. On va prendre un exemple. Aujourd'hui, quelqu'un qui a une habilitation électrique dans l'entreprise, c'est mon cas, j'ai une habilitation électrique pour remonter les fusibles quand ils sautent, vous savez. Cette personne, elle est placée en surveillance renforcée, c'est-à-dire qu'elle a une visite tous les 2 ans et qu'elle doit voir un médecin par moment. C'est pas vraiment indispensable. Oui. Ça pourrait très bien être fait par une infirmière. Oui. Ce genre de choses. Il y a quelques types de visites comme ça, quelques tâches qui pourraient être déléguées. Mais il faut pas aller trop loin parce que ça va poser problème. Et de toute façon, ça doit se faire, à mon sens, sous couvert d'une acceptation commune. Évidemment. Commune. Et puis alors, comme on le disait, il faut bien qu'on exploite les pistes qui se présentent, mais moi je vais parler en homme de terrain, en chiffres. En Nouvelle-Aquitaine, dans les 2 ans qui viennent, on a 25% de l'effectif médical qui part en retraite. Ça représente à peu près 400 000 salariés suivis. Si on veut intégrer des infirmières en pratique avancée et leur faire passer un master, c'est minima 2 ans de formation. Oui, bien sûr. Minima. Bien sûr. Mais la formation, elle n'existe pas aujourd'hui. Oui. Il faut la monter. Donc c'est dans 5 ans qu'elles arrivent. Il va falloir trouver d'autres choses. Tu vois, Marie-Hélène, ça c'était une bonne question. Et alors, Marie-Hélène vous remercie. Elle vous remercie de votre réponse et de votre transparence. Voilà, oui, ça passe aussi par ça. C'est pour ça qu'il y a cette émission de toi. Comme ça, on a le temps d'expliquer tranquillement. Moi, je trouve ça passionnant. Alors moi, je trouve ça passionnant. Franchement, alors, on est déjà là tourné vers le futur. On a vu le présent, on a vu comment ça fonctionnait concrètement. C'est quoi l'avenir de la santé au travail? C'est quoi les grands enjeux de demain et les évolutions éventuellement que vous connaissez déjà, mais que personne connaît? Alors l'enjeu, il est croissant. Je disais tout à l'heure, ça fait moi 14 ans que je suis dans ce secteur. Et l'enjeu, l'intérêt de la santé au travail, il est croissant. Je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, un manager, il ne peut pas faire l'économie de s'occuper de santé au travail pour toutes les raisons qu'on a évoquées, bien sûr, qui vont jusqu'à la pérennité de son entreprise. Allez, tiens, je vous redonne un exemple. Parce que j'aime bien illustrer. On a été amené à suivre une entreprise qui est une entreprise avec une activité manufacturière, un grand savoir-faire, des gens qui apprennent le métier sur le tas, il n'y a pas d'école pour apprendre ces métiers-là, et c'est un métier très physique. Et on a affaire à une entreprise qui change de propriétaire, arrive de nouveaux gestionnaires, issus d'autres secteurs, et qui appliquent des méthodes de productivité différentes. En tout cas, pas adaptées à la tâche. Ouais. Le médecin du travail prévient, il dit « Faites attention, votre pyramide des âges, elle est déséquilibrée, vous avez 50 ans de moyenne d'âge, vous avez un métier physique, vous avez des gens qui, si vous leur demandez plus de gestes de ce type à cet endroit-là, vont se casser, vont se faire mal, et vous ne pourrez pas les remplacer parce qu'il n'y en a pas dans les agences d'intérim et qu'il faut des années pour en former. » Quand on sort de certaines écoles, on est sûr de soi. Oui, bien sûr. Mais il faut bien que jeunesse se passe. Le résultat, cette entreprise, il y a 2 personnes qui sont victimes de troubles musculo-squelettiques, qui sont en arrêt, longue durée. Elle a un contrat avec une boîte très exigeante, qui est son principal client. Comme elle a des absents qu'elle ne peut pas remplacer, elle ne peut pas livrer, elle perd son contrat. Voilà. Ça a failli mettre l'entreprise en péril. Ça a failli mettre l'existence de l'entreprise en péril. Voilà, un exemple de comme quoi c'est important de s'occuper de santé au travail. Et ça va croissant parce que vous le constatez tous dans votre travail, quel qu'il soit. Le rythme, il est de plus en plus soutenu. On s'aperçoit, quand on s'en va une semaine, on revient, on a l'impression d'être parti 3 mois et d'être déconnecté. Aujourd'hui, le travail, il pardonne pas grand-chose, quoi. On est dans un rythme qui est important, on est dans une exigence de performance qui est élevée. Donc il faut que la qualité de vie au travail, les gens s'y retrouvent.
Voilà, c'est l'enjeu majeur. Ça, c'est l'enjeu majeur. Bien sûr. Après, on a évoqué tout à l'heure la prévention Hmm. et tout l'intérêt qu'il peut avoir sur les finances publiques. On peut parler aussi du maintien dans l'emploi. Des personnes, aujourd'hui, on parle de... Alors, c'est toujours le sujet qui fâche, mais après, il faut prendre les choses de manière objective. L'âge de départ en retraite ou le niveau des cotisations, peu importe. Il faut des cotisants pour maintenir notre système de solidarité. C'est clair. On entendait parler tout à l'heure de baisse de... Enfin, tout à l'heure, il y a quelques jours, de baisse de la natalité aussi. Donc, tout ça, ça a une importance. Il faut des cotisants. Pour pouvoir cotiser, il faut aller jusqu'au bout de sa carrière. Si on a des problèmes de Il faut y aller en bonne santé. pas d'y aller, Voilà. les conséquences, elles deviennent bien au-delà de la seule entreprise. Elles mettent en péril tout le système de solidarité qui a été construit. Et cette santé au travail, elle va prendre une importance qui va aller croissant, j'en suis convaincu. Ouais, c'est impeccable parce que je l'inviterai l'année prochaine, vous comprenez, sur la prochaine saison pour voir un peu ce qui a évolué, ce qui a changé. En tout cas, moi j'ai trouvé ça passionnant. C'était vraiment, je vois la santé au travail sous un autre œil. Effectivement, hein, vous avez élargi le spectre de mes questionnements, de ma connaissance. On est sur la fin de l'émission, donc à la fin de l'émission, il y a toujours une question, un peu perso. Alors on imagine Pascal Dumont demain, il se dit bon là moi, c'est bon, la santé au travail, j'en ai ras le pompon, les rapports avec l'État, ça me fatigue, je pars, je monte ma menuiserie, mon ébénisterie, tac. Qu'est-ce que vous aimeriez au moment où vous fermez la porte de la IST que les gens disent de vous? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils vous reconnaissent comme qualité ou pas d'ailleurs, ou que des défauts peut-être? Alors, vous me connaissez, je suis très maladroit, mais ça m'importe peu parce que, bon, un individu dans notre société, il est insignifiant. En revanche, si quelques personnes pouvaient se rappeler qu'à un moment, le service de santé au travail a rendu service, que ce soit un employeur ou un salarié, ça me ferait plaisir parce que c'est qu'on ne s'est pas donné du mal pour rien, quoi. Et voilà, c'était les mots de la fin. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Attendez, il y a une autre question. Vous voyez, ça s'arrête jamais. Ça fait plaisir. Ça, bien sûr que ça fait plaisir. Puis alors là, je peux vous dire, c'est pas du fifrelin. Hein. Là, c'est la CCI de la Creuse. Vous voyez, là, ça y est, on est sur l'international quasiment. On vient de passer je vois à peu près qui ça peut être. Il a été le premier dans votre fauteuil ici. Ah oui, alors dans une question, il y en a 5. Hein. Face à tous ces enjeux, comment rendre la santé plus mobile, plus innovante, plus prédictive, préventive et participative? Je te remercie, j'avais prévu d'aller me coucher, hein, Philippe Daly. Alors, déjà, c'est une conviction personnelle, donc elle va pas bien loin. Mais aujourd'hui, le système de développement de la santé au travail dans les entreprises, il est coercitif. C'est-à-dire qu'on vous dit, si vous faites pas ça, je vous mets un coup de bâton. Quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? On fait le minimum pour pas avoir le coup de bâton. En revanche, si quand vous êtes à l'école, quand vous êtes en CM2, on vous dit, quand vous serez au travail, vous allez être exposé à des risques et il faut apprendre à vous protéger, il faut vous intéresser à ça. Je vais prendre un autre exemple. Allez-y. Bref, il faut former les jeunes, il faut former les apprentis. Il faut, dans les écoles de management, dégager du temps pour parler de santé au travail. Moi, j'en ai fait des écoles de management. J'en ai jamais entendu parler. Vous n'êtes pas sollicité aujourd'hui? Si, commence. Quand même. Oui, Ouais. on a une très bonne école de formation des responsables RH à Limoges, qui est l'ISFOGEP. l'ISFOGEP, elle était là, Dominique Bayarja, la semaine dernière. Et c'est pour ça que je le dis, bien sûr. C'est une école d'ailleurs qui a et ça, moi je le tiens de cabinet de recrutement divers, Oui. qui a une réputation qui est tout à nationale. fait, national, voire international. Hein. Oui. Et l'ISFOGEP se préoccupe régulièrement. Il y a un volant horaire consacré à la santé au travail qui est non négligeable par rapport à ces formations. Et c'est indispensable. C'est les jeunes générations qu'il faut former. Parce que le système, on sait bien, le système réglementaire, on ne changera pas du jour au lendemain. Et les mentalités, la culture, ça prend du temps. Donc c'est comme ça qu'on évoluera. C'est comme ça. Moi, je suis convaincu. Alors, Monsieur Daly, ça va pas lui. Il aurait aimé que j'apporte une solution plus rapide. Non, il viendra vous voir. Il est patient. Il est patient. C'est le directeur général de la CCI de la Creuse et de Guéret.
Très bien, Philippe. Si tu veux en savoir plus, je te donnerai le numéro de téléphone de Monsieur Et Dumont. tu dois l'avoir. Ah, il l'a en plus. Ah là là, il nous pose des questions juste pour nous retarder. Bon, ben merci beaucoup en tout cas. Merci à toi, Philippe, hein, d'avoir participé à cette émission aussi. Merci beaucoup, Pascal Dumont. C'était vraiment Plaisir. très instructif. Moi, je me régale, j'apprends plein de choses. Voilà, donc cette émission, elle va être disponible en replay. Elle va être diffusée 50 fois sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous la ferai passer d'ailleurs et je vous donnerai, voilà. Si vous avez des questions, vous verrez sur le replay, il y aura les coordonnées de la IST. Ben, ça sera l'occasion de continuer éventuellement le dialogue en téléphonant, en prenant contact avec la IST. Vous verrez. Et puis, écoutez, ben, c'est l'avant-dernière émission de la saison. Il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, mais il y en aura une dans tac tac tac. Oui, il y en aura une dans 15 jours. Et là, on va parler d'insertion par l'activité économique avec la représentante d'INAE, qui m'a fait le plaisir d'accepter mon invitation. Et on va terminer par, et oui, ça quelque chose qui va vous faire plaisir, Pascal. Corinne Clavel-Sambla qui nous dit les apprentis I et IES et alternantes d'aujourd'hui sont aussi les employeurs de demain. Hein, Oui. c'est à cela Tout à aussi fait, qu'il tout faut. à fait. Voilà, on est d'accord. Madame Sambla, c'est Ah, une collègue, c'est une collègue. c'est une collègue. Ah ouais, ouais, elle arrive masquée. Moi, je savais même pas. Bonsoir, Madame Sambla. Merci beaucoup. Madame Sambla, tiens, juste avant qu'on parte, puisque vous êtes... C'est une collègue de l'AIST? Corésienne, non mais Corésienne. c'est Alors, interdépartemental. comment vous l'avez trouvé, ce monsieur Dumont? Il est pas mal en matière de communication, hein. Qu'est-ce que vous allez me dire? Moi, je le trouve d'une clarté. Je ne comprends pas qu'il puisse être aussi clair et qu'en fait, on ne comprenne rien au principe de santé au travail. Bon, c'est vrai qu'on n'est pas allé gratter dans des spécificités, hein. Il y a des choses plus compliquées, mais on se le garde pour l'année prochaine. On se reverra. Merci beaucoup à tous, à toutes. Merci d'avoir suivi cette émission. Pascal, bonne soirée. Je vous laisse aller voir le match. Vous, c'est plutôt le rugby. En ce moment, c'est le foot. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Faites attention à vous, il y aura de l'orage. Merci beaucoup. Ciao, bonne soirée. Thank you.